Le score. Le score. Je devais créer et comprendre que nous aurions un entretien tête-à-tête. 18h30, 20h sur Radio Nova. Sur Radio Nova. Bon, à mon tour maintenant. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Avec Charline Roux. Bienvenue dans le score sur Nova, au programme de la musique et de la conversation, et elle s'annonce, comment vous dire, passionnante, grâce à une autrice, scénariste, réalisatrice, activiste, docteur en sciences humaines et humanités, avec une thèse intitulée « Se raconter sans se trahir, l'autonarration à l'écrit et à l'écran ». Ouais, rien que ça. Et ce, même s'il est assez fréquent qu'on la ramène à une infime partie de sa vie. Comment s'affranchir d'un passé dans une industrie dont tout le monde se dit horrifié, alors qu'en réalité tout le monde ou presque en a déjà consommé? Eh ben, c'est l'une des questions auxquelles s'intéresse la saison 2 de sa formidable série Des gens bien ordinaires. Bonjour Ovidie. Bonjour. Merci de venir sur Nova. Des gens bien ordinaires, ce sera à partir du 4 mars, les mardis à 23h20, à raison de 3 épisodes par soirée. Ce sera disponible en intégralité sur MyCanal. La saison 1 de la série avait été couronnée d'un International Emmy Award. Est-ce que ça adoucit la suite ou ça colle une petite pression supplémentaire? Une petite pression, mais c'est vrai que ça fait du bien de l'entendre, en fait. Ça fait plaisir. C'est super chic quand même. Non, c'est très chic. Surtout que j'ai mis un moment avant que ça monte au cerveau, en fait. Je pense qu'il m'a fallu quelques mois à passer devant, en fait, à dire « Ah oui, tiens, c'est un Emmy. » Ah oui, c'est chez moi, c'est à moi, Ah oui, pardon. tiens, c'est chez moi. Mais oui, bien sûr, ça met une petite pression parce que surtout sur les saisons 2, on a toujours un peu tendance à dire « Ouais, c'est une saison 2, les saisons 2, c'est moins bien que les saisons 1, etc. » Donc vraiment, ça colle une pression. Donc voilà, je suis impatiente de savoir ce que les gens en ont pensé, mais oui, bien sûr que ça fait flipper. Je peux déjà donner le mien, David, ouais, qui carrément. que le bien. C'est formidable. C'est aussi super. bien que la saison 1. Voilà. C'est pas juste pour me faire plaisir. Non, hein. vraiment pas. Sinon, j'aurais fait zip. J'aurais fait très bien. Passons à la question suivante. Mais je crois que même le moment où on t'a annoncé la nomination aux Emmy, t'as eu du mal à... Rien que la nomination, t'as eu du mal à percuter. Mais c'était apocalyptique, en fait, parce que moi, j'étais en tournage donc, de la saison 2, genre l'avant-veille. Et genre la veille de prendre l'avion, j'étais encore à Angoulême en train de filmer Jérémy sous la pluie, quoi. Et donc vraiment ma tête était mon corps était à New York, mais ma tête était en Charente, quoi. Et j'avais tellement rien que j'avais même pas de fringues pour aller à la cérémonie de remise. J'ai appelé ma mère en catastrophe la veille d'y aller en disant « Maman, t'as pas une robe à me prêter ?» Elle m'a prêté une robe qui était trop grande. J'ai mis une espèce de ceinture pour tenir la jupe. Et je me suis dit « Je m'en fous, je gagnerai pas, personne ne le verra. » Et sur scène, à un moment, on annonçait donc Emmy Award, des gens bien ordinaires. Et à ce moment-là, Jérémy Gillet, qui est donc le rôle principal, enfin qui est l'acteur principal, s'accroche à moi, met son pied sur ma jupe. Moi, je me redresse ma jupe, je vois, elle commence à se barrer. Et je me dis, il faut que je traverse toute la salle jusqu'à la scène, dignement, en remontant ma jupe comme ça sur le côté. Donc, j'étais vraiment pas prête. Enfin, pour moi, c'était une évidence qu'on n'allait pas gagner. Eh ben si. Et ouais. Il est rangé où? Dans mon bureau, à Angoulême, chez moi. Mais visible quand même. Ouais. J'imagine. Je passe devant plusieurs fois par jour, ouais. Il y a une question rituelle dans cette émission, la place de la musique dans ton quotidien. Ouais. Eh ben, c'est marrant. Alors, tous ceux qui écoutent du vinyle et tout, ils vont me détester, ils vont dire « Ah là là, le son des MP3, c'est dégueulasse et tout. » Mais j'écoute beaucoup de musique en déplacement, en fait. J'écoute de la musique dans les transports, dans le métro, dans le train. C'est devenu une histoire de mouvement, en fait, pour moi. Cette espèce de déplacement comme ça. Et en faisant du sport aussi. Donc, pareil, toujours ce mouvement d'avancer. Je vais beaucoup moins en concert qu'avant. Ouais. Bon, après, d'un autre côté, j'ai quitté Paris, j'habite en Charente, il y a quand même beaucoup moins de concerts, mais d'une façon générale, avant, je pouvais traverser l'Europe pour aller à un festival, me faire plaisir et tout ça. Ça m'est arrivé plein de fois de prendre l'avion pour aller écouter tel groupe sur scène. Et aujourd'hui, c'est un truc que j'ai pas fait depuis des années, donc je me rends compte, c'est peut-être un peu triste, que ce rapport à la... Après, ce rapport à la musique, c'est vachement déplacé sur le cinéma. C'est vrai que quand je vais beaucoup au cinéma. Quand je suis chez moi, je vais avoir tendance à aller au Cinoche. Et je me mets plus comme avant, genre, allez, on va à un concert. Et bon, je me dis, c'est triste parce que si je fais ça, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui font pareil, quoi, en fait. Bah, évidemment. Et que les salles se désertent un peu. Oh, je crois qu'une autre génération arrive derrière, et puis toujours une autre derrière, et puis une autre derrière, j'imagine. Ça va pas nous empêcher de démarrer en musique. Bah, j'ai choisi Gloria Jones avec Tainted Love. Le score sur Radio Nova.
Gloria Jones sur Nova, Tainted Love. La tradition veut que je soumette les titres à l'invité. Est-ce que ça plaît à Ovidie ? Je sais que j'ai face à moi une fan de Soft Cell, donc est-ce que cette version originelle je suis pas fan de Soft Cell, j'aime bien, franchement j'aime bien, et cette version originale me plaît beaucoup. Mais j'étais justement en train de me poser la question de qui avait chopé les droits d'interprétation ou pas. Est-ce que ça lui appartenait à elle aussi avant, ou est-ce qu'elle-même j'étais en train de me demander à qui appartiennent les droits de Tainted Love là au moment où on se parle. Mais... J'ai envie de croire que c'est à elle. Simplement parce que c'est une femme. Ouais. On parle de la saison 2 de la série Des gens bien ordinaires qui sera à partir du 4 mars sur Canal+. Dans la saison 1, on faisait la connaissance de Romain, étudiant en sociaux, aspirant comédien dans le porno par rébellion et par tentative d'émancipation. Petite précision, le tout se déroule à la fin des années 90 dans un monde dirigé par les femmes. Et dans la saison 2, le patriarcat n'est toujours pas en place et pour Romain, il se passe ça. Alors Romain, aujourd'hui vous passez à la réalisation. Oui, si tu savais comment je t'aime, je t'ai attendu plus que je n'ai jamais attendu une autre femme. Bon, c'est une catastrophe, Sophie. Ah bon, mais moi je nous trouve pas mal dedans. Je vais être honnête, j'ai vu Amour sexuel, c'est pas fameux. Le côté nouvelle vague du cul, ça leur fait peur. Vous êtes jeune pour réaliser, vous avez quoi, 20 ans ? Puis vous êtes un homme, ça n'arrange rien, surtout dans ce milieu. Cet après-midi, j'ai un rendez-vous avec une photographe de mode toute gluante. Oui, un peu tes lèvres. Ça t'ennuierait pas de m'accompagner, s'il te plaît ? Je suis ni ta garde du corps, ni ton assistante personnelle, tu sais. Là, vous me la faites comme à la maison. Comme à la maison ? Ouais. Mais moi, je fais pas ça à la maison. En exergue du premier épisode, cette citation. Cette histoire est entièrement vraie puisque je l'ai imaginée d'un bout à l'autre. Boris Vian, dans l'écume des jours, qu'est-ce qu'on doit en comprendre ? On en comprend ce que ça dit, que c'est pas complètement autobiographique, que c'est de l'autofiction, que c'est pas complètement vrai, mais c'est pas complètement faux non plus. Et on va dire que c'est plutôt une sorte de point de vue situé, quoi, de l'intérieur. C'est-à-dire, c'est pas les aventures de Romain, c'est pas complètement les miennes. Mais forcément, il y a des choses qui sont inspirées d'événements que j'ai pu même juste observer, qui ne me sont pas forcément arrivés à moi directement, mais que j'ai pu observer. Des gens bien ordinaires, ceux du titre, ce sont des gens auxquels on peut plus facilement s'identifier ? Moi, je crois qu'on peut s'identifier en chacun de ces personnages, en fait, parce que ce qui est extraordinaire, finalement, c'est l'activité qu'ils ont, mais qu'on voit très peu à l'image. C'est-à-dire, il n'y a pas d'image de sexualité, il n'y a pas de nudité, il n'y a même pas vraiment de grossièreté, ni quoi que ce soit, en fait. Et d'ailleurs, on avait eu le prix des collégiens pour la petite histoire à La Rochelle. C'est génial. Donc, il y a rien de choquant parce que justement, les gens, ces personnages-là, en fait, dans la vraie vie, ce sont des personnages auxquels on peut s'identifier et qui sont extrêmement ordinaires et qui subissent aussi des violences ordinaires, qui subissent un sexisme ordinaire. Et voilà, qui ont des coups de cœur assez ordinaires aussi, qui peuvent tomber amoureux, qui se posent plein de questions. Mais du coup, ça renvoie aussi à la question de qu'est-ce qu'être ordinaire ? Par rapport à quelle norme, par rapport à quel ordre, par rapport à... Je trouve ça en ça que le titre est aussi très intéressant. Oui, et puis c'est des gens qu'on stigmatise tellement qu'on les catégorise comme des bêtes de foire, des bêtes de foire finalement, donc quelque chose qui relève vraiment du non-ordinaire, alors que finalement, c'est nous, quoi. Oui, absolument. Ce principe de rapport de pouvoir inversé qu'adopte la série, ce qui est très agréable et ce qui est en même temps très étonnant, c'est qu'on l'oublie. À un certain moment, mais que quand il nous rattrape, ça devient extrêmement choquant, de fait. C'était l'idée, avec ça, en inversant les rôles. Je sais qu'il y a des gens qui ont découvert la série et à qui il a fallu parfois 15-20 minutes avant de comprendre que les rapports de pouvoir étaient inversés, qu'ils se disaient elle est bizarre cette série, mais ils n'arrivaient pas forcément à identifier pourquoi. Et effectivement, j'essaie de pas trop pousser les potards de ça, de pas faire une série qui repose intégralement là-dessus. Regardez quand on est un homme, voilà ce qui nous arrive. Quand on est une femme, voilà ce qui nous arrive. Il y a des films où il y a ça, par exemple, chez Riyad Satouf, il y a Jackie au Royaume des filles. Il y avait un court-métrage qui s'appelait aussi Majorité opprimée. Donc il y a déjà ça a déjà été fait comme exercice de style, on va dire. Et moi, ce que je voulais, c'est qu'on l'oublie. Et effectivement, que ça ressurgisse dans ces moments de sexisme ou de violence. On se dit, ah oui, c'est vrai qu'on est dans un monde où les rapports sont inversés. Effectivement, c'est comme ça que ça se passe, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un épisode que, à la fois, moi, je trouve très beau, extrêmement émouvant, et que je trouve extrêmement dur, qui interroge sur la maternité. Il y a une conversation échographe potentielle mère, qui, du coup, devient d'une violence inouïe avec ce renversement des rôles. Mais oui. Oui, où on imagine un monde un peu inversé, où elle lui dit à propos de son mec,
Faut pas qu'il te reste, il en veut un deuxième, hein, parce que les mecs, il a 27 ans déjà. Il a 27 ans déjà, hein, et puis après il supporte de moins en moins les nuits blanches, etc., etc. Il y a des petites piques comme ça qui se glissent de temps en temps. Où on se dit ah oui, tiens, c'est un rapport inversé. Ouais. Il y a aussi des vrais moments très très drôles. Est-ce que l'humour, ça marche toujours aussi bien pour asséner quelques vérités? Moi, j'ai un peu un rapport au réel qui est tragicomique, qui est un peu comme ça, quoi, qui est un peu pince sans rire. Je crois que c'est mon rapport au monde qui est comme ça, et je me suis dit... Et puis, il y a ma buddy Sophie Marie aussi sur le tournage, qui de temps en temps me fait des... Voilà, c'est ça, Sophie Marie Larouille qui joue le rôle d'André. De temps en temps, elle me fait des propositions, on va dire, pour pas dire des improvisations. Et je la laisse faire. Vas-y, étonne-moi. Va jusqu'où tu peux aller. Et elle t'étonne. Ouais. Et je crois que c'est un de ses buts. Elle le dit elle-même qu'un de ses buts dans la vie, c'est de me faire rire. On poursuit la conversation sur des gens bien ordinaires. On écoutera également l'Escope et tout ça, ce sera juste après la pub. Le score sur Radio Nova. Nova. L'hiver sur tes lèvres, c'est signé l'Escope qui jouait dans la saison 1 de la série d'Ovidie, Des gens bien ordinaires. Et qui apparaît brièvement dans la saison 2 brièvement, également. Ouais. Brièvement. Et puis j'ai réalisé un clip de l'Escope. Tout à fait, dont on a parlé avec lui ici même. C'est vrai? Ouais. On a diffusé le petit extrait du début où c'est Félix Moati qui saccage dans la forêt. C'est très drôle ça, ouais. Oui, moi j'aime beaucoup Mathieu. Et ça me fait plaisir de pouvoir faire des choses avec lui, en fait, collaborer avec lui. On parle aujourd'hui de la saison 2, dans laquelle on retrouve donc Jérémy Gillet, Sophie-Marie Larouille, Raïka Hazanavicius, Andranik Manet, quelques nouveaux venus comme Aloïs Sauvage. Un mot de ce casting, comment est-ce que tu recrutes les... Corinne Maziero. Je l'avais gardée pour après. Ah, pardon, alors j'ai une deuxième ligne juste après. Une deuxième salve. Ok, alors je me tais. Non, allons-y, allez, je mets tout le monde. Allez, il y a évidemment Judith Corinne Maziero, Judith Godrèche, Thomas VDB. Ouais. Comment est-ce qu'on recrute des Avengers pareils, en fait, sur un projet comme celui-là? On leur demande et puis ils disent oui, en fait, assez simplement. Bon, c'était chouette, quoi. Il y a tous les noms là que tu as cités. Il n'y a pas eu de comment dire, d'embrouille, d'agent, de mais non, tu devrais pas, ou je sais pas quoi. En fait, Corinne a dit oui tout de suite, Judith a dit oui tout de suite. Je pense que pour Judith, en plus, c'était une façon de... C'était assez drôle parce qu'elle joue le rôle d'un photographe un peu libidineux, agresseur. Très libidineux. Très libidineux. Et voilà, donc, comme on peut avoir plusieurs références en tête. Et donc, elle devait jouer ce rôle-là. Et je pense que quelque part, il y avait quelque chose de l'ordre de la jubilation dans le fait de s'approprier ce rôle-là. Elle est géniale, hein, d'ailleurs. Non, franchement, elle est top. Ouais. Elle est vraiment top. Et Corinne aussi a été super en sorcière New Age. Vraiment, elle nous a fait une chorégraphie autour du feu qui était vraiment super. Ils ont tous été cool. VDB, je l'ai mis en slip avec un chien. Oui, allez, allons-y. Slip avec un chien avec une veste un peu militaire, qui joue le rôle d'un musicien un peu raté, qui s'ambiance tout seul dans son studio. Et on en connaît beaucoup des musiciens qui s'ambiancent tout seuls dans leur studio. Ils sont persuadés d'être des génies. Et non, franchement, c'est vrai que c'est un casting d'Avengers. Et ils sont tous venus, je sais pas, parce qu'ils ont aimé le projet ou parce qu'ils l'ont trouvé sympa, j'en sais rien. Mais Et ton trio principal, qui était déjà là dans la saison 1, Jérémy Gillet, Sophie-Marie Larouille, rappelons-le, et Raïka Hazanavicius, d'une saison sur l'autre, ils avaient le même enthousiasme, ou comme toi, par exemple, comme il y a eu Lémi, comme il y a une forme d'angoisse qui s'est créée sur est-ce qu'on fera aussi bien? Moi, j'ai retrouvé mes persos, en fait. Moi, j'ai retrouvé. Et en fait, c'est drôle, c'est que dès le premier jour, ils étaient tout de suite dans leurs fringues, dans leur rôle. Ils étaient dedans, quoi. Ils retrouvaient leur personnage comme dans des petits chaussons. Et il n'y avait pas grand-chose qui avait changé. Après, ce dont ils ne se rendent pas compte, les acteurs, c'est que moi, je passe des mois avec eux en montage. Et je les ai écrits, je les ai imaginés en train de dire leur texte. Après, je les ai montés. Donc, pour moi, Romain, André et Isor, ils existent vraiment dans la vraie vie, en fait. Et donc, quand je les vois, je me dis, ah oui, c'est vrai, Jérémy, c'est pas Romain. Raïka, c'est pas Isor. En fait, il y a un truc un peu bizarre, c'est-à-dire, moi, j'ai l'impression de retrouver mon imaginaire, là, mes potes et tout. Alors que dans la vraie vie, en dehors, on s'est pas tant vu que ça, finalement.
Alors que moi, j'ai l'impression d'avoir passé des années avec eux. Ce Jérémy Gillet, ce site particulier, c'est que il a un physique qui n'appartient à aucune époque. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Je pense que tu pourrais le plonger dans n'importe quel endroit. Il a un truc à la fois extrêmement angélique et pas du tout daté. C'est-à-dire que je ne saurais pas dire à quelle décennie il appartient. Puis là, quand je lui avais demandé d'avoir un phrasé un peu suranné. Oui, c'est ça. Dès le départ en casting, c'était un peu vers ça que j'avais dirigé. Et c'est vrai qu'il a un côté, quand on lance là-dedans, il est complètement hors du temps. Et tant bien dans son phrasé que dans son apparence, quoi, finalement. Cette nouvelle saison se situe en 2001 avec les prémices du porno fait maison après l'avènement de la VHS. Est-ce que cette saison amorce le triomphe d'autre chose ? Un moment où on l'entend, après elle l'entendra qui voudra, hein. Mais un moment où on entend aussi le démarrage de Love Story et de la fameuse la piscine, évidemment, qui a marqué la fin d'une époque pour l'industrie pornographique et le début d'une autre pour la télé-réalité. Il s'est passé, à cet instant, il s'est passé quelque chose de culturellement intéressant quand même. Et c'est Sophie Marie, donc c'est André dans la série qui regarde ça complètement perdu et qui dit mais tu vas voir qu'ils vont nous piquer notre métier. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Le fait est que c'est ce qui s'est passé. La suite l'a prouvé. Et 2000, c'est, sauf erreur de ma part, l'année où toi-même t'es passé derrière la caméra avec Absolument. aussi l'idée qu'un porno plus artistique et égalitaire était possible. Oui, c'est ça, un peu comme Romain. C'est vrai que maintenant, ça fait 25 ans que je réalise. C'est mon premier film, j'ai réalisé en 2000. Et à l'époque, comme Romain, j'étais persuadée qu'on pouvait quelque part améliorer, singer le cinéma finalement. C'est-à-dire faire une espèce de porno un peu artistique. Évidemment, j'ai fait de la merde en barre. Après, je me suis dit, tiens, on peut faire un porno politique avec ces histoires de prendre des décisions collectives, prendre des décisions à main levée. Puis en fait, ça a été un fiasco total, ça n'a pas marché non plus. Donc, il y a un truc, quand je regarde dans le rétro, que je trouve un peu touchant, dans ma démarche de l'époque, d'avoir voulu absolument essayer de changer les choses et tout, alors que c'était juste impossible, c'était mort d'avance, en fin de compte, c'était foutu d'avance, ça pouvait pas. Il y avait un trop grand décalage entre ma volonté de réalisatrice, on va dire, ou de jeune autrice, et les conditions de production de ces contenus-là. Donc, il y avait quelque chose qui était déjà foutu, en fait. Mais je trouve ça mignon, quand je regarde 25 ans dans le rétro, je trouve ça mignon, cette espèce d'acharnement mais non, je veux essayer de le faire quand même. On peut faire autrement. Et puis, au final, c'est de plus en plus nul. Et puis, et donc, c'est ça que je trouve touchant dans la démarche de Romain, c'est que vraiment, au début, il est hyper persuadé que c'est un génie. Et puis, en fait, non, il va se planter. On continue de parler des gens bien ordinaires et de plein d'autres sujets juste après Lola Young et Messi. Le score sur Nova, sur Radio Nova. Avec Charline Roux. Lola Young sur Nova avec Messi. Oh, pas complètement hasard si j'ai choisi un titre dans lequel il est question d'injonction. Bon, on va y venir dans un instant avec Ovidie, puisqu'on parle de la saison 2 des gens bien ordinaires, qui arrivera le 4 mars sur Canal+. Dans la temporalité de la série, on le disait 2001, c'est aussi l'arrivée de ce qu'on a appelé le porno chic. Ouais. Et je sens dans ta manière de traiter ça que ça t'a ulcéré. C'était une drôle de période, cette période 2000-2001. C'est une période où la mode s'est mise à ce qu'ils ont appelé le porno chic. Donc, il y avait des pubs genre Tom Ford ou je sais pas quoi, qui flirtaient vraiment avec la pornographie, voire parfois qui faisaient appel à des actrices pornographiques ou alors qui demandaient à des mannequins de faire des trucs qui étaient très clairement explicites. Et ça passait crème, et on trouvait ça formidable. C'est une période aussi un peu bizarroïde où le cinéma français, et pas que le cinéma français, mais quand même beaucoup le cinéma français avait inclus des scènes pornographiques au cinéma, où il y avait eu, il y en avait eu déjà, il y en avait eu un certain nombre quand même avec tous les débats qui allaient avec. Ouais. Et certains étaient réussis par ailleurs, d'autres l'étaient beaucoup moins. Mais donc il y a eu une période où tout à coup la pornographie était hype. Et en même temps, ce milieu était plus que jamais stigmatisé. C'est-à-dire, pour faire simple, jamais il y a autant eu de pornographie dans les médias mainstream qu'à cette époque-là. Et pourtant, c'est vraiment la chute d'une industrie. Ça correspond au moment, je pense que 2001, c'est les derniers Hot d'Or. C'est le moment où
où l'industrie pornographique s'est retrouvée persona non grata sur la Croisette à Cannes en plein festival et où ça a été la fin en fait. Donc ça signifiait quelque chose symboliquement, c'était la fin, vraiment la fin, c'était un déclin, c'était la fin de règne quoi, fin de règne comme ça. Et en même temps, il y avait effectivement des pubs de mode, de parfums, qui vraiment flirtaient avec le porno. Donc il y avait quelque chose d'assez schizophrène là-dedans, vraiment d'illogique. Une société où on disait c'est mal et en même temps on s'en gargarisait quoi. C'était vraiment bizarre. Et je le redis, c'est vraiment génial d'avoir fait jouer le rôle de la photographe extrêmement libidineuse avec un regard semi-pornographique sur l'objet de ses photos par Judith Godrèche. Voilà, c'est fantastique. L'industrie du porno, en réalité, dans la série, c'est une toile de fond, mais c'est, tu le disais, une série qui parle pas de sexe. C'est presque une série sur l'amitié plus qu'autre chose. Ouais, je trouve que l'amitié, c'est une valeur sous-cotée. Je pense que c'est quand même hyper important, l'amitié. C'est vrai qu'il y a une espèce de bromance qui se joue entre les trois personnages principaux qui sont des colocs, quoi, qui sont Romain, Isor et André. Et il y a cette espèce d'amitié, amitié amoureuse entre le personnage principal, donc entre Romain et Isor. Et en même temps, ils sont mignons, ils ont leurs émois qu'ils n'osent pas s'avouer. Enfin, il y a quelque chose d'assez poétique, je trouve, là-dedans. Et à chaque épisode, sa problématique, il y a beaucoup question d'injonction, on le disait, et notamment la discrimination dont sont victimes les gens de l'industrie. Se pose la question de qu'est-ce qu'on fait après et du mépris social dont ils sont les victimes. Mais oui, parce que donc il est question de grossesse à un moment. Et cette question de la grossesse permet de se poser la question de l'après-porno, en fin de compte, qui était la question qui blessait, je dirais, qui blesse la plupart des actrices qui quittent cette industrie. En tout cas, à l'époque, c'était comme ça. C'était la terreur de est-ce que mon enfant va le découvrir, etc. Ouais. C'était un peu ça. Donc, cette grossesse d'André, là-dedans, permet de se projeter là-dedans. Est-ce que finalement, un avenir les attend ou est-ce que c'est mort d'avance? Est-ce qu'ils vont en chier dans la saison 3? Enfin, non, il n'y aura pas de saison 3. Mais est-ce que vraiment tout est foutu ou est-ce que vraiment il y a des perspectives de joie, en fait, tout simplement là-dedans, de vie amoureuse, de vie familiale, de vie professionnelle aussi, de vie artistique? Ou est-ce que toutes les portes leur seront fermées à vie? Et c'est une interrogation que tu t'es déjà posée, je crois, c'était dans Envoyé spécial, le reportage qui s'appelait Rhabillage, qui traitait aussi de ça, de l'après. C'est vrai, Rhabillage, ça date de 2010, c'était produit par Feu Jean-Jacques Benex à l'époque. Et c'est vrai que ça posait cette question-là, cette question donc du rhabillage, de la vie future des actrices. Et ça m'intéresserait en fait d'en revoir quelques-unes pour savoir comment elles vont. Quelques-unes qui avaient participé à ce film-là, est-ce qu'elles vont bien? Est-ce qu'elles ont fait ou pas des gosses? Comment ça va, quoi? Et parmi les sujets abordés, a priori, ce qui pour moi est un des trucs les plus violents, c'est le slut-shaming dont est victime le personnage de Romain. Ouais. Et il y a une scène qui est à la fois drôle, mais en même temps un peu violente, je trouve, psychologiquement. C'est la scène où il va faire une émission de télé qui s'appelle Face à Face. Et il est passé sur le grill de manière assez... et moi, ça n'a pas été sans me rappeler des interviews qui se faisaient dans les années 90, 2000. On aimait bien dans les années 90-2000 ces interviews un peu rentre-dedans. Et effectivement, il se retrouve face à une présentatrice qui lui dit En fait, c'est marrant, des trucs que nous, on entend en tant que femme, du genre, mais vous êtes plus cérébrale, mais votre sexualité, c'est un peu le continent noir de Freud non plus. Et donc là, c'est intéressant parce que c'est donc elle, dans ce rôle de femme, avec toujours ce principe de permutation des rôles qui lui dit à lui, jeune garçon. Ouais. Et donc ça nous choque encore plus, quoi, ce genre de conneries, en fait, quoi. Enfin, jamais on dirait ça à un garçon, la vérité, c'est ça, quoi. Eh ben oui, comme d'habitude. On poursuit en musique. Olivia Dean, c'est de circonstance, on a qu'à écouter Danger. Le score sur Radio Nova. Olivia Dean sur Nova avec Danger et toujours en compagnie d'Ovidie. Je vais te poser la question de but en blanc. T'arrive-t-il de ne rien faire? Non. Non, si la question c'est est-ce que... Non, j'ai toujours 1000 projets. Oui, parce que je regardais, entre les publications, les fictions, les documentaires, tu enseignes toujours? Pas cette année, mais jusqu'à la rentrée dernière, ouais. Ça m'a donné l'impression que l'inertie, assez peu pour toi, en fait. Ouais, c'est vrai, non, faut admettre, c'est vrai que je bosse beaucoup. Ouais.
Mais après, je bosse sur des sujets qui m'intéressent, donc j'ai cette chance-là, tu vois, donc je vais pas me plaindre. C'est pas un reproche, hein. Moi je suis très je te réponds sur un ton agressif, je suis très avide de toutes tes productions. Hein. Tiens, parmi des œuvres en série, encore toutes récentes, il y a aussi Libre, point d'exclamation. Alors je vous le dis, vérifiez bien dans votre moteur de recherche que c'est sur le site d'Arte, parce que quand on tape Libre, point d'exclamation, on peut aussi tomber sur Libre, point d'exclamation avec Valérie Pécresse, et dans ce cas-là, il faut vraiment se mouiller la nuque, ce n'est pas pareil. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui... Ça existe encore, son mouvement Libre ? Oui, apparemment, c'est référencé. Voilà. Mais bon, pour ce qui nous intéresse, nous, ta version de Libre, ça donne ça. Protégeons nos filles. Maman, pourquoi il faut nous protéger ? Il y a des méchants. Non, c'est pas vraiment des méchants, c'est juste que... Comment t'expliquer ? Des fois, tu verras, quand tu seras grande, il y a des garçons qui viendront te parler, et même si toi, t'as pas envie de leur parler, ils continueront. Mais leur maman, elle leur a pas dit que quand c'est non, et c'est comme ça, je veux plus rien entendre, et si tu continues, t'auras pas la tablette ? Une série animée coécrite avec Sophie-Marie Laroui. L'épisode qu'on vient d'écouter, enfin le morceau d'épisode qu'on vient d'écouter, c'était On ne peut plus draguer. Et c'était une adaptation en fait d'un manifeste dessiné illustré par Digli qui était sorti en 2017, dont l'idée était de foutre la paix aux nanas. Ce qui est vraiment pour le coup moi une idée qui me va. On en revient toujours à cette question que l'éducation, c'est la clé, qui plus est pour les petits garçons. Alors moi, j'ai pas de garçon, et c'est vrai mais là, dans cet épisode-là, par exemple, c'est un vrai truc qui est soulevé par la petite fille. Ouais, j'avoue. Mais non, mais bien sûr, l'éducation, c'est la clé. Et quand je vois tout le bins qu'il y a eu encore récemment sur l'éducation sexuelle à l'école, où il faut pas enseigner le genre avant le lycée, je sais pas quoi. Enfin, ils sont partis. Enfin, je vois bien qu'on régresse quand même, alors que plus que jamais, on en a besoin de ces séances d'éducation à la vie sexuelle et affective, qu'on a besoin de répondre aux questions, en tout cas, qu'on nous pose. On n'a pas besoin de leur faire la leçon, parce que ça, en fait, quand on leur fait la leçon, c'est hyper contre-productif. Enfin, je veux dire, même nous, si on nous dit « tu t'es vu quand t'as bu », enfin, je veux dire, les campagnes de prévention, elles servent à rien, quoi. Donc là, c'est la même chose, de leur dire « ah, le porno, c'est pas bien Jean-Kévin », ça marche pas non plus, en fait, tout ça. Donc, bien sûr, il faut créer des espaces de parole pour qu'ils puissent juste nous dire ce qu'ils ont à dire et nous poser les questions qu'ils veulent nous poser, en fait. Tous les formats sont bons pour dispenser la bonne parole. Là, le format animé, moi, je trouvais ça formidable. Mais, enfin, les adultes peuvent aussi y apprendre quelques trucs, hein, je précise, mais c'est vrai que pour un jeune public, c'est assez merveilleux, cette série. Je sais que cette série, elle est utilisée parfois en outil pédago dans certaines interventions, et ça me fait plaisir, C'était aussi l'idée du podcast juste avant, que l'échange entre générations, c'était une manière de se former qui était hyper importante dans la construction. Le podcast juste avant, donc c'était un podcast que j'avais fait avec ma fille. C'est parti d'un dilemme qui en gros se pose la question de, en tant que féministe, voilà, je peux avoir un certain nombre de convictions. En tant que mère, en fait, je suis terrorisée. Et c'était parti en fait d'un non-événement, d'un petit événement du quotidien où un jour elle était sortie avec un short vraiment très court. Et je lui ai dit, j'ai entendu ma mère parler finalement en moi. Je lui ai dit, écoute, va te changer et tu sors pas comme ça. Et donc, je me suis rendu compte qu'en tant que féministe, j'avais envie de lui dire, mais l'espace t'appartient, l'espace public t'appartient, tu y as toute ta place et tu n'as pas à être sexualisée par les adultes. Et en même temps, en tant que mère, je me suis dit, non, mais en fait, va te rhabiller parce qu'il y a plein de pédophiles dans la rue donc, et de mecs qui vont te klaxonner ou qui vont te regarder ou qui vont te sexualiser. Donc non, en fait, tu vas juste te rhabiller un petit peu. Et ce qui est finalement en contradiction avec mes convictions. Mais donc, ce podcast, c'était parti de ça. C'était parti de... en tant que mère, et je suis pas la mère idéale, et en tant que féministe, je suis pas la féministe idéale non plus, en fait. Mais en même temps, moi, ça m'a ramené à l'idée, sur ces deux formats différents, que résister aux injonctions, ça commence très tôt, en fait. Je crois que c'est aussi un apprentissage. Ouais, puis quand je vois ce qu'elle est devenue, je me dis, j'ai pas trop mal réussi. J'ai pas de raison d'être culpabilisée là-dessus non plus. Je me dis, parce que là, vraiment, elle se laisse pas embêter, c'est pas le genre, et puis elle peut me renvoyer dans mes 22 aussi, en fait. Donc, je me dis, finalement, c'était pas si mal. Ouais, je m'en suis pas trop mal sortie. On marque une dernière pause, une coupure publicitaire. On revient tout de suite après. Le score sur Nova. Charline Roux. Nova. Toujours en compagnie d'Ovidie. Et je voulais te demander, de toutes tes remarquables publications, est-ce que La chair est triste, hélas, qui est paru en 2023 chez Julliard, a eu un écho très, très, très particulier ?
Ouais. Ah ouais. Ça m'a dépassée. Mais moi, je l'ai vu autour de moi, en fait. C'est vrai. Ah bah oui, je suis dans une génération où vraiment, énormément de femmes ont fait. Est-ce que t'as qui se lance, ça y est. Est-ce que t'as assisté à des divorces, la chère est triste? Non. Parce que moi, j'en ai vu des divorces. C'est vrai, ouais. En signature, en librairie. Moi, j'ai eu droit plusieurs fois. Ah, ça m'a fait tellement de bien. Bah, grâce à vous, j'ai quitté mon mari. C'est là, ok. C'était pas le but, mais pourquoi pas. Non, mais c'est vrai, je trouve que ce livre a eu une résonance assez folle. Ouais, j'avoue. C'est un texte que pourtant j'avais pas spécialement pensé comme un manifeste, ni comme un essai politique, ni comme. C'était pas un truc genre faites comme moi, parce que je considérais que voilà, j'étais déjà. Il fallait que je règle mes problèmes avec moi-même et que j'allais pas donner des conseils aux gens. Mais le fait est que c'est devenu un objet collectif, en fait. Ce livre, il y a énormément de femmes qui se sont emparées ce texte-là. Moi, je l'ai écrit toute seule, dans mon coin, dans mon bureau à Angoulême, juste en parlant à mes chiens. Et en fait, c'est devenu un truc public, quoi. Chacune, en fait, s'est emparée du texte et y a vu finalement sa propre histoire, quoi. En fait, c'est là que j'ai compris que ça allait bien au-delà de ma petite personne, en fait, que en fait, tous les traumas que je décrivais là-dedans, on était extrêmement nombreuses à vivre la même chose, en fait. Et pas que des traumas, je dirais juste un ras-le-bol face justement aux injonctions, face à tout ce qui nous pèse au quotidien, quoi, en fait. Alors, je me souviens que dans une interview de Sophie Rosemont pour Vogue, à propos des réactions justement à ce livre, tu disais « Les langues se sont déliées. J'ai reçu des milliers de messages de femmes âgées de 20 à 80 ans qui me disent « Moi aussi ». Mais au moment de la parution, j'ai envie de fuir le plus loin possible en voyant passer des articles écrits par des hommes qui sortent de leur gond lorsqu'on leur dit qu'on ne veut plus coucher avec eux. Ouais. » Est-ce que depuis, il y a eu un léger infléchissement ou on reste sur une dynamique de gens qui se sentent menacés? On reste sur cette dynamique-là, ouais. Après, il y avait plein de mecs malins qui l'ont lu et qui se sont pas sentis émasculés pour autant, qui se sont pas sentis châtrés, qui ont dit ah ouais c'est intéressant. Ce n'est pas un livre misandre, hein, disons-le, voilà. J'en sais rien, mais oui, c'était pas un livre de détestation. Non, et puis il y a pas d'attaque ad hominem en plus, je vise personne en particulier là-dedans. Et puis je suis en colère contre. Peut-être certains de mes anciens partenaires, mais je suis en colère contre moi-même en fait aussi. Je suis en colère contre. Il y a beaucoup de colère envers moi-même aussi dans ce texte-là quand même. Et ouais, non, il y a des mecs qui l'ont lu, qui ont pris acte, qui se sont rendus compte en fait que il y avait des choses qui forcément n'allaient pas dans leur quotidien et auxquelles ils n'avaient pas forcément réfléchi. Et non, c'est. Ouais, non, c'est vrai que tous les âges, quoi. Après, bien sûr que j'ai lu des réactions extrêmement virulentes et très insultantes, vraiment, des trucs un peu bas, du genre, de toute façon, vu comme elle est moche, on l'aurait pas baisé de toute façon, enfin, ce genre de choses, quoi. Mais des choses aussi, parfois un peu condescendantes. Je me souviens, dans le Figaro, il y avait une... oui, je vais hausser les sourcils. Il y avait une journaliste dont j'ai oublié le nom qui avait écrit une lettre ouverte, qui m'avait adressé une lettre ouverte. Je me dis, c'est bien trop d'honneur, pourquoi vous pensez à moi ? Et c'était une lettre très condescendante où elle me disait mais Ovidie, un jour vous allez retomber amoureuse et personne ne vous en voudra. J'étais là mais ok. C'était pas c'était pas tellement le sujet en fait. Mais non, puis c'était pas le sujet. Et il y a des mecs vraiment qui se sont sentis agressés, un peu comme. Moi, j'y ai vu une réaction semblable à la lesbophobie, en fait. Quand on affiche une non-disponibilité, il y a des mecs, en fait, qui aimeraient bien avoir tous les jouets de la Terre et quand on leur dit, non, pas cette petite voiture-là, ils sont pas contents, ils cassent tout. Ce qu'on appelle l'apprentissage de la frustration. Ça, ça, encore une fois, on en revient, ça se fait très jeune chez les enfants. Enfin, voilà, Non, mais c'est vrai. Ouais. Non, mais c'est vrai. Un truc de capricieux, en fait. Et complètement. Ouais. On leur a pas assez dit que, non. Et tu n'auras pas ce G.I. Joe. Ouais, non. Non, bien sûr. Il y a un sentiment assez global que moi je sens chez les femmes, notamment celles qui m'entourent, qui est la fatigue. Mais vraiment, c'est un truc qui revient assez souvent. C'est quoi ton fuel à toi pour continuer ? Ou est-ce que toi aussi t'es extrêmement fatiguée et au bout d'un moment, partez devant, je vais vous ralentir. En fait, j'ai la flemme. Cette flemme-là, elle est là dans ma vie perso, on va dire, ou dans mes interactions sociales réelles. Mais elle n'est pas encore là dans ce que je peux faire comme, je sais pas, film ou podcast ou je sais pas quoi, en fait. Ça, j'ai pas encore cette flemme-là à ce niveau-là. Mais j'avoue, parfois, il y a un truc, c'est genre quand il y a un gars qui me dit « Oui, est-ce que vous pouvez m'aider à me déconstruire ?» ou je sais pas quoi, des trucs qui vont dans ce sens-là. Je suis pas là pour faire de la pédago, quoi. Ouais. Et puis flemme d'expliquer, flemme de tout ça.
Et non, et puis parfois flemme d'interagir. Vraiment, de dire... Je précise aussi, car c'est une excellente nouvelle, que le 7 mars au Cellier à Reims, dans le cadre du Pop Woman Festival, tu liras La chère et triste hélas, accompagné par la musique de Position Parallèle, et le tout sera illustré en direct par Pénélope Bagieux. Ouais. Ça s'appelle vraiment une soirée qui va être assez merveilleuse, je dois dire. Dernier titre choisi avant de te laisser le soin de choisir des titres dans les playlists de Nova. Ah oui, je t'ai pas prévenu, je te le dis maintenant. Non. Eh ben, on écoute Gossip avec Heavy Cross. Ok. Le score sur Nova, sur Radio Nova. I think I'm going to fall. Oh, fucking hell. Gossip sur Nova avec Heavy Cross, et on est toujours en compagnie d'Ovidie. Alors il y a une formalité encore ici à remplir qui normalement terrorise un peu les invités. Du coup, j'aime bien parce que je suis un peu sadique. Non, c'est un questionnaire où il va falloir répondre du tac au tac. C'est sur la musique, c'est du ressenti, c'est juste vraiment sur des histoires perso. Et je n'ai pas le droit de te demander de justifier tes réponses. Voilà. Est-ce que tu es prête ? Tant que j'ai pas à me justifier, moi ça me va. Alors c'est parti. Quel est le titre qui symbolise le mieux l'enfance, ou en tout cas la tienne ? Oh mon Dieu, pourquoi je suis là? Ah mon Dieu. Je crois que quand j'avais 8 ans, ma mère m'a emmené voir Chantal Goya en concert. Alors ça me va. Je n'aurais pas de meilleure anecdote. Très bien. Le titre qui symbolise le mieux l'adolescence. En tout cas, mon adolescence, c'est vraiment Courtney Love, The Hall, c'était Violette. Très bien. Ton hit de karaoké? Don't You Forget About Me des Simple Minds. Mais bien sûr. Perfection. Ouais. Le titre qu'on serait peut-être surpris de trouver dans tes playlists? Oh non, je crois que j'assume à peu près tout, mais qu'est-ce qu'on peut trouver dans mes playlists d'un peu... Je suis une grosse fan de AA. Après, Take On Me, comme d'autres, ouais. Mais non, j'ai déjà traversé la mer pour aller voir AA en concert jusqu'au fin fond de la Norvège. Ça me va également. Le titre qui te propulse immédiatement sur la piste de danse? Live and Kickin', juste après avoir chanté... On reste dans la thématique. Ouais. Et le titre qui t'en fait immédiatement sortir de la piste de danse? Je sais pas pourquoi, j'ai un vieux flash de boîte de nuit et tout, genre Snoop Doggy Dogg et ouais, non. C'est le moment où tu t'en vas. Mes périodes où il y avait le clébard, enfin la nana qui était animalisée, qui avait le cul qui sortait de la niche et tout, c'était horrible. Donc ouais, ça je me souviens que j'étais ado et c'était affreux pour moi, ça c'était pas possible. Je comprends pas d'ailleurs comment on a pu rendre ce truc hype a posteriori 25 ans après. Je me dis mais vous êtes fous ou quoi, vous avez pas de mémoire? C'était déjà à l'époque on trouvait que ça craignait ce truc là quoi. Pas toute la carrière de Snoop Dogg, mais mais cette image-là, la pochette, la pochette était super malaisante, quoi. Clairement. Ta chanson de comédie musicale préférée? Time Warp, Rocky Horror Picture Show. Très bien. Le titre que tu as le plus écouté ces derniers jours? Que j'ai plus écouté ces derniers jours parce que c'est ma playlist de sport et que ces derniers jours je suis beaucoup allée au sport. Ouais. Et moi j'écoute les Sisters of Mercy quand je vais au sport. Et j'écoute Temple of Love parce qu'elle est super longue, la version avec... Ofra Haza, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelait, la chanteuse je crois que le morceau il fait 10 minutes, donc ça me va bien, c'est des morceaux très longs. Et la chanson dont tu as un mal de chien à te débarrasser une fois que tu l'as en tête? Roxette, She's Got the Look. Terrible. Ah ouais, sortie de nulle part. Tu m'as ressorti Roxette là. Là c'est parti pendant 2 jours, j'ai Roxette dans la tête. Ok. C'est bon, je l'ai. Merci. Je sais pas pourquoi je continue de poser cette question alors que finalement c'est moi qui suis impactée très directement après qu'il les ai dans la tête. Bon, formalité largement remplie. Je rappelle donc ton actualité des gens bien ordinaires. La saison 2 de cette formidable série, ce sera à partir du 4 mars sur Canal+ et sur MyCanal. Et je rappelle que dans le cadre du festival Pop Woman, tu seras le 7 mars au Cellier à Reims. Et je t'ai donné une autre formalité parce que nous, on fait travailler les invités ici. La playlist de la demi-heure qui vient. Et pour démarrer, tu as choisi les B-52s avec Love Shack. Souvenir de danse, j'imagine? Ouais, et j'ai un crush sur une des deux chanteuses qui était aussi organiste là-dedans, qui est magnifique, rousse, Choucroute, bien sûr. Choucroute, mais la rousse, voilà. Ouais. Je suis désolée pour elle, je viens d'oublier son nom. Et en fait, cette meuf maintenant, elle vit avec sa meuf. Elles ont des bungalows au fin fond de je sais plus quel état et elle loue des bungalows au fin fond de la forêt. Voilà, moi j'étais très amoureuse d'elle. C'est celle après qui a bossé avec Iggy Pop et tout ça quoi. Kate Pierson donc. Kate Pierson, des B-52s qui maintenant vit avec sa meuf et loue des bungalows au fin fond de la forêt. Ça me va. Le score sur Radio Nova.
The Ting Tings sur Nova, That's Not My Name, le choix d'Ovidie. Pourquoi les Ting Tings? Oh, ça met la pêche, ça rappelle aussi des souvenirs. Et le texte est pas mal, si je ne m'abuse. Il y a un côté un peu... m'appelle pas n'importe comment, en fait. Je suis pas ta... Ouais. 3 petits points. Je suis pas ta... Ouais, exactement. Non, puis je sais pas, on est quoi? On est en 2008, 2010, là, sur les Ting Tings? Quelque chose comme ça. Ouais, donc... bon souvenir. Merci 1000 fois d'être passé par les studios de Nova. Et je rappelle que des gens bien ordinaires, c'est très largement conseillé. Très. Et comme il est 20h, il est grand temps de retrouver David Blo et le Nova Club. Merci encore. Le score sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr.